Il est arrivé à cette entrevue avec des béquilles, faisant semblant de ne pas pouvoir se tenir debout. Elle a raté sa chance d'obtenir le seul emploi qui aurait pu sauver la vie de sa mère, car elle s'est arrêtée pour l'aider. Aucun d'eux ne se doutait que cette décision détruirait tout et reconstruirait leur vie en quelque chose d'inattendu. Le hall d'Hargrove Industries embaumait l'argent, plancher de marbre froid, parois de verre de 10 mètres de haut, garde de sécurité en costume impeccable postés à chaque porte comme s'ils protégeaient un président. Jalland, près des ascenseurs, observait. Il n'était pas habillé comme un milliardaire. Un vieux chandail gris, des espadrilles usées, des béquilles délabrées sous les bras, une jambe immobilisée par une attelle bon marché achetée en pharmacie. Personne ne l'a regardé 2 fois, et c'était bien le but. Il avait déjà fait ça. Il est entré dans sa propre entreprise déguisé en sans-abri. Il a observé comment ses employés traitaient les étrangers. Il a vu ce qui se passait quand personne ne pensait que le boss les observait. Ce qui vit aujourd'hui l'a fait grimacer. 2 femmes, dans la file d'attente pour l'embauche, s'en prenaient violemment à une jeune fille qui se tenait à 2 mètres d'elle, parlant assez bas pour se sentir en sécurité, mais assez fort pour que tout le monde entende. On aurait dit une employée de station-service. L'un d'eux dit, sans même prendre la peine de chuchoter, « Elle est venue à pied d'un refuge. » L'autre rit. La jeune fille dont il parlait ne se retourna pas. Elle se tenait là, serrant si fort un dossier en papier craft contre sa poitrine que ses jointures étaient devenues pâles. Son badge indiquait Morgane. Elle portait des vêtements propres. Rien de cher. Mais propres, repassés, visiblement faits le matin même. Ses souliers avaient une égratignure sur le bout gauche. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle avait l'air d'avoir passé la nuit à se préparer et de savoir malgré tout qu'elle partait avec 10 coups de retard. Jalland la regardait. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas réagi sèchement. Elle s'est contentée de fixer les portes de l'ascenseur en respirant lentement, comme si elle comptait quelque chose mentalement. Un seul travail. Il pouvait le lire sur son visage. Donne-moi juste une chance. La femme en tête du groupe, grande, vêtue d'un veston rouge et arborant un sourire éclatant, s'appelait Tara. Elle était l'une des gestionnaires des ressources humaines de Hargrove. Elle y travaillait depuis 4 ans. Elle a embauché 63 personnes. Elle en avait refusé des centaines d'autres. Elle a jeté un coup d'œil à Jalland, appuyé sur ses béquilles, et a fait la grimace. Qui laisse passer des gens comme ça à la sécurité? A-t-elle demandé à sa voisine. C'est une entreprise, pas un centre pour personnes handicapées. L'autre femme ricana. Jalland ne dit rien. Il s'est redressé sur ses béquilles et a regardé l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent. Tout le monde s'est précipité pour monter. C'est là que l'incident s'est produit. Une des béquilles de Jalland s'est coincée dans le rebord en marbre. Il a basculé sur le côté. Pas une chute spectaculaire. Juste un trébuchement. Il s'est agrippé au chambranle de la porte, manquant complètement l'ascenseur. Les portes se refermèrent devant lui. Il s'est retrouvé seul dans le hall. Puis Morgane apparut à ses côtés. Elle était ressortie. Elle n'avait pas réussi à prendre l'ascenseur non plus. « Ça va ?» demanda-t-elle. D'une voix douce et naturelle. Simple et directe. « Ça me manquait » a dit Jalland. « Moi aussi. » Elle a regardé les numéros d'étage qui s'affichaient au-dessus de la porte. Il y en a un autre à gauche. C'est plus long, mais ça marche. Elle lit et a accompagné. Sans faire d'esclandre. Sans l'annoncer. Il marchait assez lentement pour pouvoir suivre le rythme avec ses béquilles. Il a appuyé sur le bouton. Il attendit. Jalland l'a observé pendant qu'ils attendaient. Elle ne pensait pas à lui, pas vraiment. Ses lèvres bougeaient légèrement, comme si elle répétait quelque chose. Des réponses à l'entrevue, peut-être. Ou une liste de raisons pour lesquelles elle méritait d'être là. « T'es nerveuse ?» demanda-t-il. Terrifiée, elle dit, sans gêne, « Ma mère est malade. L'assurance a cessé de prendre en charge son traitement il y a 2 mois. J'ai besoin de ce travail plus que jamais. » Elle a dit comme si c'était une évidence. Pas de spectacle. Aucune demande de compassion. L'ascenseur s'est ouvert. Ils sont arrivés en silence. L'étage des entrevues était une rangée de salles privées aux parois de verre et aux panneaux inférieurs dépolis. Les candidats étaient assis sur des chaises numérotées à l'extérieur, appelés un par un. Morgane était assise sur la chaise numéro 7. Jalland, debout près du point d'eau, ses béquilles appuyées contre le mur, observait l'équipe des ressources humaines à travers les parois vitrées. Tara, au centre, rangeait des papiers, sans lever les yeux. 20 minutes s'écoulèrent. Tara s'est alors approchée de la porte et a appelé quelqu'un. Morgane. Morgane s'est aussitôt levée et a lissé son dossier. Une seule respiration. C'est à ce moment précis que la deuxième béquille de Jalland a cédé. Pas un simple faux pas cette fois. Un vrai. Il s'est écroulé sur un genou, sa béquille glissant sur le sol, et le craquement sec a résonné dans le couloir. Tous les yeux étaient rivés sur lui dans la salle d'attente. Morgane s'est retournée à son tour. Elle a regardé la porte ouverte de la salle d'interrogatoire. Elle a regardé Jalland, étendu sur le sol. Elle a jeté un dernier coup d'œil à la porte. Tara commençait déjà à s'impatienter. Morgane s'est approchée de Jalland. Elle l'a aidé à se relever, à trouver la béquille et le stabilisa. L'opération a duré moins de 90 secondes.
Elle est ensuite retournée dans la salle d'interrogatoire. Tara était partie. La porte était fermée. Mademoiselle Morgan, dit la réceptionniste d'une voix prudente. Ils sont passés au candidat suivant. Ils ont dit que si vous n'êtes pas prêt quand on vous appelle, ils supposent que vous vous retirez. Morgan est restée complètement immobile. Jalland a regardé son visage. Il a observé le moment précis où elle a compris ce qui venait de se passer. Elle n'a crié pas. Elle n'a pas protesté. Elle a simplement hoché la tête une fois, lentement, et a dit « D'accord ». Puis elle s'est rassise sur la chaise numéro 7. Elle a ouvert son dossier, a fixé les papiers à l'intérieur et est restée immobile. Jalland voulait dire quelque chose. Sa gorge se serrait à chaque mot. Il est parti. Ce soir-là, Jalland, assis à l'arrière de sa voiture devant un immeuble lui appartenant, fixait son téléphone. À 24 ans, il avait bâti Hargrove Industries de ses propres mains. Son père lui avait laissé une entreprise au bord de la faillite et un conseil d'administration qui voulait la vendre à la pièce. Jalland avait refusé. Il avait travaillé 16 heures par jour pendant 3 ans et avait réussi à en faire quelque chose de concret. Mais son père ne lui avait pas seulement légué l'entreprise. Il lui avait laissé un problème. Son oncle Devin, le frère cadet de son père, celui qui avait officiellement géré les opérations pendant ces 3 années où Jalland développait l'aspect commercial, avait discrètement vidé les comptes de l'entreprise pendant 18 mois. Transactions fictives, fournisseurs fantômes, détournement de fonds vers des sociétés de portefeuille. Jalland n'avait rien remarqué jusqu'à ce que son directeur financier lui signale quelque chose il y a 2 semaines. Le montant était astronomique, et Devin savait que Jalland était sur ses traces. Le téléphone de Jalland vibra, un message de son chef de la sécurité. Il convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration demain matin. Il va prétendre que vous êtes inapte. Il a 3 membres du conseil à sa solde. Jalland a répondu par texto « J'y serai ». Il reposa son téléphone et pensa à Morgan. Il repensa à sa face quand la porte se referma. Il a pensé à sa mère. Il a ouvert son ordinateur portable et a cherché son nom. La salle de réunion était au 42e étage. Devin est arrivé tôt, souriant, serrant des mains. Il avait 61 ans, les cheveux argentés, et portait des costumes qui inspiraient confiance avant même qu'il n'ait dit un mot. Il avait passé 30 ans à se forger cette image, ce calme, ce sentiment d'appartenance. La situation est regrettable, a-t-il dit aux administrateurs réunis. Mais Jalland est jeune, il a été distrait. Des décisions prises au sommet mettent cette entreprise en péril. Un président par intérim doit être nommé en attendant une évaluation complète. 3 directeurs acquiescèrent, 2 semblaient hésitants. La porte s'ouvrit et Jalland entra. Pas de béquilles, pas de kangourou, complet foncé, chemise boutonnée avec précision. Il se déplaçait avec une aisance naturelle, comme s'il était chez lui. Le sourire de Devin restait figé, à peine. « Jalland » a-t-il dit avec une chaleur qui semblait presque sincère. « Je ne savais pas que tu venais. »« Je sais » répondit Jalland. Il était assis au bout de la table. Il a jeté un coup d'œil à chaque réalisateur. Puis il ouvrit un classeur fin et fit glisser des copies sur la table. 18 mois, a-t-il dit, 41 transferts, 19 sociétés écrans, 473 000 $. Il a fait une pause. Voilà ce que j'ai pu constater jusqu'à présent. Mon équipe de comptables estime que le chiffre réel avoisine plutôt 1,2 million. Silence. Le visage de Devin est resté impassible. C'était sa particularité. Il était doué. Il examinait les journaux. Puis, s'adressant à Jalland, il a déclaré « Ces accusations sont mensongères. C'est une tentative d'intimidation de la part d'un petit gars qui se sent menacé. » L'équipe fédérale de lutte contre la fraude électronique n'est pas d'accord, a répliqué Jalland. Ils examinent les documents depuis 6 jours. La porte s'ouvrit de nouveau. 2 agents fédéraux entrèrent. Devin s'est levé si brusquement que sa chaise a basculé en arrière et a frappé la vitre. « Jalland, » dit-il. Sa voix avait changé. La chaleur avait disparu. Quelque chose de plus vieux se cachait en dessous. « Je t'ai élevé après la maladie de ton père. C'est moi que vous avez convaincu, moi, mon père, que son cardiologue se trompait, a dit Jalland. Vous lui avez dit que le stress n'était pas grave, qu'il n'avait pas besoin de se faire opérer. J'ai les courriels. » Un silence complet s'installa dans la pièce. Les mains de Devin tremblaient. « T'es pas obligé de faire ça, » dit-il. « On est une famille. » Tu as donné un tout autre sens à ce mot, a dit Jalland. « Prends-le. » Après ça, Jalland est resté longtemps seul à la fenêtre. La ville semblait minuscule au 42e étage. Des lignes épurées. De petites voitures. Tout était ordonné de loin. Il repensa aux paroles de son père, prononcées depuis son lit d'hôpital 3 ans plus tôt, la semaine précédant sa mort. « Regarde qui reste quand les choses tournent mal, fiston. C'est le seul critère qui compte. » Il n'a pas arrêté de mettre les gens à l'épreuve depuis ce jour-là. Il n'avait trouvé qu'une seule personne qui avait réussi à passer le test sans le savoir. Et il l'avait laissé tomber. Il ne savait pas comment la retrouver. Il a fait des annonces. Hargrove Industries recrute. Tous les postes sont à pourvoir. Plino. 40 000 candidatures en 3 semaines.
Il a examiné personnellement chaque nom sur la courte liste des ressources humaines, ce qui a fait croire à son équipe qu'il avait perdu la raison. Morgan n'était pas là. Il s'est rendu en voiture à l'adresse indiquée sur son ancien formulaire de demande, un appartement au 3e étage d'un immeuble en périphérie de la ville. Le proprio lui a dit qu'elle était partie il y a 2 mois. Elle ne pouvait plus payer son loyer. Il ne savait pas où elle était allée. Jalland a passé 6 semaines à la chercher. Puis, un après-midi, il est allé rendre visite à un vieil ami d'université, Darius, qui dirigeait une grande usine à une 60aine de kilomètres de la ville. Il jasait près de la limite de la cour quand Jalland l'aperçut. Elle transportait une cargaison de matériaux sur une charrette plate à travers la cour. Ses cheveux étaient attachés. Ses mains étaient rugueuses. Elle se déplaçait rapidement. La tête baissée, comme quelqu'un qui avait depuis longtemps cessé de lever les yeux. Sa poitrine s'est immobilisée. Il l'a reconnue immédiatement. À sa façon de bouger. À la façon dont elle tenait ses épaules. Comme quelqu'un d'épuisé qui refusait de s'arrêter. Il a soulevé son masque, qu'il portait pour se protéger de la poussière, et a agrippé le bras de Darius. Cette femme, dit-il d'une voix calme. Qui est-elle? Darius s'est retourné et a expiré lentement. Morgan. Après le décès de sa mère, elle a postulé partout. Sans succès. Intelligente, sérieuse et fiable à toute épreuve. Mais elle n'a jamais trouvé un emploi suffisamment bien rémunéré. Elle a perdu son appartement. Elle a maintenant 2 jeunes sœurs à sa charge. Il paie leurs frais de scolarité, leur nourriture et le loyer de la chambre qu'ils partagent. Il a secoué la tête. Elle ne se plaint pas. Ça marche tout simplement. La voix de Jalland s'était évanouie, hors de sa portée. Sa mère est décédée. 2 mois après avoir perdu son emploi dans votre entreprise. Darius l'a regardé de côté. Ça va? T'as l'air pâle. Jalland ne dit rien. Il s'est dirigé vers sa voiture et y monta. Il a fermé la porte et est resté assis là très longtemps. Ce soir-là, il a remis son chandail à capuche. Il s'est rendu en voiture à l'adresse que Darius lui avait donnée, un petit studio meublé dans une maison rangée près de l'usine. Il remonta l'allée en s'appuyant sur sa canne. Il avait laissé ses béquilles, mais sa canne lui suffisait. Il s'est assuré que l'extrémité de celle-ci s'appuyait sur la dalle irrégulière juste avant la porte. Il s'est assis sur la marche. Il attendit. 20 minutes plus tard, Morgan est apparue au coin de la rue. Elle portait encore sa tenue de travail et un sac en plastique rempli de provisions. Les yeux baissés. Elle l'a aperçu avant d'atteindre la marche. Elle s'arrêta. Toi? Dit-elle. Il a levé les yeux. J'étais pas certaine que tu te souviennes de moi. Elle le fixa du regard. L'ascenseur. L'entretien. Elle s'est assise sur la marche, à 30 centimètres de lui. Son sac d'épicerie sur ses genoux. Ta béquille est cassée. C'est ma canne qui a cassé cette fois-ci, dit-il. L'autre jambe. Elle a failli rire. Presque. J'habite ici, dit-elle. Je sais. Je suis désolée. Je passais par là, et j'avais pas envie de m'asseoir par terre. Elle a regardé un instant. Puis elle s'est levée et a ouvert la porte. Entrez, dit-elle. J'ai à manger. La chambre était petite. Une table pliante. 2 chaises en plastique. Une plaque chauffante posée sur une caisse en bois. Un rideau séparait ce qui était probablement 2 matelas par terre. Mais c'était propre, d'une propreté qui demandait un effort, un soin délibéré. Comme quelqu'un qui lutte contre toute difficulté à coups de brosse. Morgan a fait du riz et des haricots. Elle les a servis dans 2 bols dépareillés. Ils étaient assis à la table pliante. Il lui a demandé à propos de ses sœurs. Elle lui en parla d'abord avec précaution, puis avec moins de précaution. La plus jeune voulait devenir infirmière. La cadette n'arrêtait pas de dessiner. Morgan a décroché un dessin du mur derrière elle. Un oiseau dessiné au crayon de couleur, avec une délicatesse surprenante. Et elle le tenait comme s'il était précieux, car il l'était. Jalland a demandé des nouvelles de sa mère. Morgan a posé le dessin. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a pris son bol. Repose-le. Elle est tombée malade, puis son état a empiré, a finalement dit Morgan. J'essayais de trouver un emploi avec une bonne assurance maladie. J'avais un entretien d'embauche prévu. Elle a annulé. Ça n'a pas marché. Quelques semaines plus tard, elle était partie. Elle a dit à voix basse. Plus de représentation. Rien que le poids de son bol posé sur la table entre eux. Jalland a regardé son bol. Il ne dit rien. J'étais là. C'est de ma faute. Il n'a pas dit. Je suis vraiment désolé que ce soit moi. Il a gardé ça en lui, là où ça le rongeait depuis des semaines. Et il reprit son souffle. Je suis désolé, dit-il. Et il le pensait vraiment, d'une manière qu'elle ne pouvait pas comprendre. Elle acquiesça une fois. Ils ont fini de manger en silence. Il a dormi sur une couverture empruntée, par terre, près de la porte. Il était parti avant 6 heures. Il est revenu 3 jours plus tard. Et 3 jours après cela. Il a apporté des petites choses. Un sac de provisions. Un chargeur de téléphone dont il disait avoir une copie supplémentaire. Il a dit avoir entendu parler d'un poste vacant de saisie de données dans un bureau du centre-ville.
Il ajoutait connaître quelqu'un qui y travaillait et avoir proposé sa candidature. Voudrait-elle y aller jeudi? Elle a dit oui. Jeudi matin, Morgane portait sa tenue d'entretien. La même qu'il y a des mois, mais fraîchement lavée. Elle a pris l'autobus jusqu'à l'adresse que Jalland avait notée sur un bout de papier. Elle est sortie sur le trottoir et a levé les yeux. Hargrove Industries. 42 étages de verre et d'acier. Elle a eu un haut-le-cœur. Elle a failli faire demi-tour. Elle entra. Le hall était exactement comme dans ses souvenirs. Du marbre froid. Même taille. Même garde. Jalland se tenait au centre du hall. Pas de béquilles. Pas de canne. Pas de chandail à capuche. Un complet anthracite. Une posture qui imposait l'espace sans effort. Tous les yeux étaient rivés sur lui dans l'immeuble. Morgane s'approcha lentement de lui. Comme si elle marchait vers quelque chose d'irréel. T'es pas là. Elle a commencé. Je suis Jalland Hargrove, a-t-il dit. Voici ma société. Elle a arrêté de marcher. L'entrevue, a-t-elle dit, était un test. Un test injuste. Je vérifiais comment mon personnel traitait les personnes démunies. Et vous êtes la seule personne qui m'a montré les valeurs que cette entreprise est censée défendre. Il s'arrêta. T'as manqué ta chance à cause de moi. Ta mère, c'est de ma faute. J'en porterai la responsabilité. Je le porterai tous les jours. Sa voix s'est légèrement brisée sur la dernière phrase. Il ne l'a pas couvert. Je ne peux pas te rendre ce que tu as perdu, dit-il. Mais je peux te donner ce que t'as gagné. Il se retourna. Tara se tenait à 5 mètres de là. Elle ne portait pas son veston rouge, mais un simple cardigan gris. Un badge d'assistante junior était accroché à son col. Morgane la regarda. Tara baissa les yeux. Jalland a plongé sa main dans la poche de sa veste et en a sorti une petite boîte. Il s'est agenouillé sur le plancher de marbre froid du hall de son entreprise, devant tous ses employés, et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une bague. Bague simple, pierre unique. Il a cherché pendant 3 jours pour en trouver une qui ne sonne pas comme une performance. T'as pris soin de moi quand j'avais rien, dit-il. Tu m'as fait du riz et des haricots sur une table pliante et tu m'as montré ce que font les vraies personnes. Je veux consacrer ma vie à comprendre comment mériter ça. Il leva les yeux vers elle. Me laisserez-vous essayer? Morgane est restée immobile. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle a regardé la bague. Elle a regardé agenouillée sur le sol. Elle contempla cet immeuble immense, presque impossible, puis baissa les yeux vers l'homme qui avait mangé dans un bol dépareillé sur sa table pliante. Elle a dit oui. Le hall a explosé de joie. Les papiers ont été signés cet après-midi-là. Morgane est devenue codirectrice du service de recrutement communautaire de Hargrove. Ce nouveau département, première initiative de Jalland en tant que président restructuré, avait pour but de repérer et de former des candidats négligés jusque-là. Il ne s'agissait pas de charité. Structure. Morgane a elle-même mis en place le processus d'admission. Il était opérationnel en 6 semaines. Tara n'a pas été licenciée. Elle a été réaffectée directement au service de Morgane, où elle traitait les demandes, répondait aux appels et classait les dossiers. Elle faisait son rapport à Morgane tous les lundis matins. Elle a téléphoné à son directeur. Les sœurs de Morgane ont été inscrites à la meilleure école du district. La plus jeune veut toujours devenir infirmière. Celle du milieu dessine encore mieux maintenant qu'elle utilise du vrai matériel. La table pliante est toujours dans l'ancienne chambre de Morgane. Elle a proposé de la faire jeter. Jalland a dit non. Elle est assise dans un coin de son bureau, au 42e étage, près de la fenêtre. Ses collaborateurs estiment qu'il s'agit d'un choix esthétique. Quelque chose de soigneusement sélectionné. Quelque chose d'intentionnel. C'est intentionnel. Mais pas comme il l'imagine. La porte qui ferme n'est pas toujours la fin. Parfois, c'est la seule façon d'ouvrir la bonne voie. Mais celui qui revient donner un coup de main, ce n'est jamais un hasard. C'est une preuve de caractère. Et le personnage est la seule chose qui survive à tout.